Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour cet épisode de podcast, aujourd'hui, je suis avec Ambre et Victoria. On va parler Hello. ensemble des diètes restrictives. On va faire un gros sujet aujourd'hui dans cet épisode en plusieurs parties. On va chacune donner notre expérience, notre point de vue, beaucoup de définitions, beaucoup d'infos aussi. Ça va être une petite mine d'informations dans n'importe quel type de sportif. Justement, ça peut être très intéressant de se renseigner à ce sujet. C'est pour ça qu'on voulait à tout prix faire cet épisode. Pour structurer ce podcast, on l'a découpé en trois parties. La première partie sur comment reconnaître, on va dire, une alimentation restrictive, une diète drastique extrême à un déficit calorique raisonné et sain, parce que on peut tout à fait perdre du poids, perdre du gras sans que ce soit extrême. Donc on va apprendre à différencier bien ces deux composantes-là, on va dire, d'un déficit calorique. Ensuite, on va parler des conséquences justement d'un régime drastique sur la santé, sur les performances, sur le mindset, sur le côté aussi social de la chose. Donc on va vraiment faire une grosse partie, j'ai envie de dire, prévention, parce que je pense que c'est ultra important de se rendre compte qu'il y a des conséquences dans les actions qu'on peut faire dans son alimentation. Et enfin, la dernière partie, ce sera justement une sorte de plan d'action. Si jamais tu es dans cette situation, si jamais tu as connu cette situation et que tu viens tout juste d'en sortir, d'être dans un régime totalement drastique et extrême, de comment bien s'en sortir sans risquer de faire trop le yo-yo, en essayant de récupérer au maximum son état de forme, sa santé, ses performances et aussi une bonne santé mentale à côté. Voilà, ça va être un épisode assez chargé, mais je pense qu'il va être bien utile à beaucoup de personnes. Donc on a hâte de commencer cet épisode avec toi. Donc pour cette première partie, on va tout simplement poser la petite question de, par exemple, Ambre, pour toi, qu'est-ce qui fait la différence entre un déficit calorique, on va dire sain, et un déficit calorique extrême, dangereux? Est-ce que tu pourrais me donner ton point de vue? Ouais. Alors déjà, je pense que ça peut dépendre un petit peu du poids et de la situation de départ de la personne. Quand on est sur une personne qui a une grosse, par exemple, un gros surpoids ou même une obésité, on va pas visualiser de la même manière qu'une personne qui a peu de poids à perdre. Là, par exemple, un déficit sain, donc une perte de poids saine, ce sera du coup pour une personne en obésité ou en surpoids sera beaucoup plus conséquente qu'une personne qui doit perdre peu de poids. Pour une personne qui souhaite perdre quelques kilos, ça sera peut-être plus la cible qu'on aura au niveau de l'écoute de ce podcast. On sera sur une perte de poids plutôt lente et plutôt contrôlée versus les régimes restrictifs où on a souvent des pertes de poids très rapides, une perte musculaire et du coup des conséquences sur la santé. Pour moi, vraiment, un déficit sain, c'est qu'il n'y a pas, voire très peu d'impact sur la santé et on garde une bonne énergie, on perd du coup plutôt de la masse grasse et voilà, comme j'ai dit, on a la forme et on peut continuer un petit peu notre routine et notre activité sans pour autant que ça impacte notre énergie ou notre santé. Ok, super clair. Je suis assez d'accord là-dessus. Effectivement, on part pas tous du même point, du même stade, et c'est important de prendre en compte sa situation de base dans ses choix alimentaires et dans ce qu'on décide de mettre en place. Ouais, je suis plutôt d'accord là-dessus. Et Victoria, du coup, même question. Ce qui fait pour toi la différence entre un déficit sain et une diète vraiment restrictive, drastique? Qu'est-ce que tu as déjà pu aussi observer? Je suis un petit peu aussi curieuse d'avoir ton point de vue. Bah moi, la première chose, ça va être surtout la vision long terme entre une personne qui a une diète restrictive extrêmement extrême et une personne qui a un déficit énergétique qui est contrôlé. C'est la vision vraiment long terme. C'est-à-dire qu'une personne qui a vraiment une alimentation extrême, elle va pas être capable de le tenir sur le long terme parce il va avoir plein de signaux, comme par exemple de l'irritabilité, une fatigue, une perte de masse musculaire, trouble de la densité osseuse, baisse de libido, enfin plein de facteurs externes qui vont montrer que niveau santé, physiologie, c'est pas sain. Et alors qu'une personne qui a une diète, on va dire, qui est contrôlée en termes de déficit, bah, peut-être qu'il va avoir une petite baisse d'énergie, mais c'est quelque chose qui est normal quand on est en déficit énergétique, mais la personne, elle n'a pas des signaux qui montrent que ça impacte un petit peu au niveau de sa santé. Et aussi, d'un point de vue chiffré, une bonne perte de poids, c'est entre 250 à 500 grammes par semaine, alors qu'une personne qui est dans une diète extrême, potentiellement qu'elle peut perdre 1 kilo par semaine et ça fait 4 kilos par mois, c'est assez énorme pour une perte de poids. Donc pour moi, c'est les deux signes, on va dire, d'un point de vue chiffré et d'un point de vue un petit peu intérieur au niveau de la santé et physiologique. Mm. Ouais, il y a clairement ça à prendre en compte aussi. C'est vrai qu'il y a l'apport calorique qui est la base de tout déficit énergétique, hein. C'est qu'est-ce qu'on apporte, qu'est-ce qu'on on dépense. Donc il y a bien cette balance-là à comprendre que c'est un enjeu du déficit calorique, que ce soit pour une diète extrême ou un déficit calorique. Dans tous les cas, il y aura une baisse des calories. Mais il faut bien comprendre que cette diminution des calories-là, il faut pas qu'elle soit totalement démesurée parce que Mm. bah, en fait, ça va avoir beaucoup plus de conséquences si c'est extrême. Tu parlais de la perte de libido, mais c'est tout un dérèglement hormonal
hormonales qui en découlent. Il y a même des absences de règles qui peuvent en découler chez les femmes. Ça peut être très rapide, hein. Dès au bout de quelques semaines de déficit, certaines femmes peuvent vraiment perdre leurs règles en fonction de leur situation de base, justement. Tout comme justement la concentration au quotidien, parce que mine de rien, le cerveau, il a besoin d'énormément de glucides et d'énergie pour fonctionner. Si on lui enlève totalement les glucides, par exemple, du jour au lendemain, on va avoir des troubles de l'attention, de concentration, une sorte de brouillard aussi mental. Donc au quotidien, pour être concentré dans son travail, dans ce qu'on souhaite faire, ou même ne serait-ce que à l'entraînement, pour être concentré sur ses performances, sur son exécution de mouvement, c'est beaucoup plus compliqué. Donc dès que c'est extrême, en fait, il y a des conséquences qui se font ressentir instantanément, autant comme tu l'as dit d'un point de vue personnel dans la vie, dans le quotidien, que d'un point de vue purement physiologique. Donc vraiment ça, je suis assez d'accord là-dessus. En termes de perte de poids, tu l'as dit, entre 250 grammes et 500 grammes en moyenne de perte de poids par semaine, ça c'est un déficit sain. Si on est à un moment en moyenne à 600 grammes en moins de déficit, c'est pas forcément qu'on est dans un extrême non plus. Il faut bien prendre la différence sur plusieurs moyennes et il faut pas prendre un écart de pesée non plus. Il faut bien travailler avec les moyennes parce qu'on peut perdre 600 grammes du jour au lendemain en fonction de la rétention d'eau, de la digestion et ainsi de suite. Donc il faut vraiment travailler avec les moyennes et donc se peser quand même assez régulièrement. Et moi, je suis plutôt une adepte de fait de se peser plutôt tous les jours, mais seulement si la pesée du quotidien n'a pas d'impact sur comment on se sent, comment on se voit, comment on se perçoit, que voilà, c'est une information parmi tant d'autres et que ce n'est pas quelque chose qui marque dans la journée. Sinon, 2 pesées par semaine, ça peut être bien si jamais on est plutôt sensible à ça. Mais c'est vrai qu'il faut absolument travailler avec son poids de corps et son total calorique et les variations de son poids en moyenne. Pas d'une pesée à une autre. Ça, j'insiste aussi là-dessus. Il y a que comme ça qu'on sait vraiment dans quel déficit on est concrètement. Je voudrais Euh, revenir sur un point aussi. Tu disais un petit peu avec les patients et ainsi de suite. Je sais que moi, j'aime bien poser trois questions et ça montre un petit peu le contexte de la personne, où elle se situe au niveau de son apport calorique. Mais en gros, ces trois questions, elles permettent tout de suite de savoir un petit peu, c'est si la personne, elle est irritable. Parce que forcément, nous, le corps humain, il est composé de molécules chimiques. On fonctionne avec de la chimie, en fait. Et du coup, si la personne, elle est irritable, c'est qu'elle sécrète pas assez de neurotransmetteurs. Et du coup, bah, forcément, un déficit énergétique important. Donc, si elle est irritable, si elle est fatiguée le matin au réveil, ça, c'est primordial. Et si elle a des envies de sucre. Pour moi, c'est les trois signes qui montrent que soit la personne, elle mange pas de glucides, et ça, généralement, c'est dans le cas des diètes extrêmes, ou soit elle a un déficit énergétique trop important. Et généralement, 90% des patients qu'on a eus, quand je leur pose ces trois questions, tous répondent oui. comme on l'a dit, hein, c'est aussi dans le quotidien que ça se joue. Donc, je suis assez d'accord là-dessus. Après, en termes de total calorique, c'est vrai que j'aurais tendance à dire qu'à partir du moment où on se lance dans un déficit calorique et qu'on fait un déficit de plus de 25% par rapport à ce qu'on mange habituellement, pour moi, c'est automatiquement extrême, dans le sens où on ne peut pas couper du jour au lendemain un quart de ses apports. Pour moi, il faut quand même le faire un minimum progressivement et se rendre compte que se couper de un quart de ses apports, c'est aussi potentiellement se priver de vitamines, de minéraux essentiels, de tout ce qui est micronutrition qui a un impact sur son état de forme, sur sa santé. Et en fait, il faut vraiment comprendre que c'est pas qu'une question de calories. Il y a aussi tous les enjeux derrière qui en découlent. L'apport en protéines également, surtout pour un sportif. C'est pas en déficit qu'on coupe les protéines. Bien au contraire, je dirais même qu'il faut les augmenter. Et en fait, souvent, on a tendance à dire, bah, il faut juste que je mange moins, donc je diminue tout. Alors que non, en fait, il y a une réelle stratégie à mettre en place. Et souvent, c'est ce qui est négligé et oublié. Et c'est ce qui malheureusement engendre un maximum de conséquences négatives et qui fait que le déficit fait perdre en muscle et pas que en gras, pour n'importe quel type de déficit d'ailleurs, hein, qu'il soit sain ou plus extrême. Je pense que c'est important de le préciser aussi, qu'il y a tout un enjeu au niveau de la structure et des apports. Bah, surtout une perte de poids rapide, généralement la personne elle va être contente parce qu'elle elle va se focaliser uniquement sur le poids. Mais encore une fois, oui, la pesée c'est important, ça rentre dans un contexte, mais elle fait pas partie de l'équation pure, on va dire, d'une perte de poids. Dans le sens où si la perte de poids elle est très rapide, mais en fait c'est du muscle que la personne elle perd. Et c'est la dernière chose qu'il faut perdre parce que si on perd de la masse musculaire, on ralentit le métabolisme. Donc si on ralentit entre guillemets le métabolisme, bah, les apports sont beaucoup plus faibles. Donc du coup, au bout d'un moment, la personne elle va finir par manger une feuille de salade. Mm. Je simplifie, je grossifie la chose, mais c'est pour faire prendre conscience que une perte de poids, aller dans les extrêmes, ça peut être très contre-productif et très dangereux, quoi. Ambre, est-ce que tu as des recommandations en particulier au niveau des apports nutritionnels? Qu'est-ce que tu appliques justement dans les suivis Nutri-Reset ou de manière générale avec ta patientèle quand quelqu'un te contacte pour un déficit calorique? Qu'est-ce que tu regardes en premier? Comment tu opères avec les protéines, les lipides, les glucides et tout ce qui est micronutrition? Est-ce que tu as une stratégie en particulier? Est-ce que tu fonctionnes au cas
par cas. Je pense que ça peut pas mal intéresser cette partie-là. Yes, mais en fait, comme on l'a dit, c'est vraiment de la personnalisation, donc ça va vraiment dépendre de chacun. Donc là, les conseils que je vais donner, je vais essayer de généraliser, mais ça reste vraiment propre à chacun. Déjà, ben, comme on disait, partir de la base de ben, où en est la personne au niveau de son poids, au niveau de sa forme physique, etc. Et du coup, au niveau des trois questions que Victoria a posées, donc voir si déjà elle est en ce moment en train de se sous-alimenter. Ou au contraire, est-ce qu'elle est tout le temps en surplus calorique et donc c'est pour ça qu'elle a pris ce poids accumulé sur les années. Donc déjà partir sur cette base de départ. En général, ce que nous on fait, c'est qu'on demande d'avoir un petit peu leur consommation du moment au quotidien et de pouvoir du coup évaluer un petit peu quel est l'apport calorique qu'ils ont en ce moment par rapport à leurs dépenses. Donc on va également leur demander toutes leurs dépenses du quotidien. Donc c'est autant les dépenses physiques, donc la marche, les déplacements, la cuisine, etc., que les dépenses sportives, toutes leurs activités sportives du quotidien. Et là, du coup, on va connaître un petit peu leurs besoins caloriques journaliers, donc ce qu'ils ont besoin au quotidien pour, du coup, subvenir à tous leurs besoins en énergie sportive et en énergie physique, et aussi leur métabolisme de base. Donc le métabolisme de base, c'est toute l'énergie du corps lorsqu'il est au repos, donc pour subvenir aux besoins de respiration, de circulation du sang, de la température corporelle, etc. Donc tout ça, ça crée vraiment l'apport énergétique journalier, donc les besoins journaliers. Et par rapport à ça, du coup, on va créer le déficit. Si la personne était en très gros déficit calorique, du coup, avant le suivi, on va déjà augmenter légèrement, on va faire ce qu'on appelle une relance métabolique. Donc on va augmenter légèrement ses apports pour arriver jusqu'à ses besoins, maintenir ses besoins caloriques pendant quelques semaines pour vraiment relancer en fait son métabolisme de base et qu'elle retrouve de l'énergie et qu'elle puisse du coup bouger normalement, se dépenser normalement. Et ensuite, on va créer le déficit calorique progressivement. Et là, on va être aux alentours, on va baisser progressivement. Donc, on va être aux alentours des 10 à 15% de déficit calorique par rapport à ses besoins journaliers. Donc, ça va représenter entre 250, 350 parfois calories en moins par rapport à ses besoins journaliers. Mm. Et on va être sur une alimentation où on conserve les glucides. C'est très important pour conserver l'énergie à tous les repas. Au niveau des protéines, on va être aux alentours des 1,7 à 2,2, je dirais, protéines par kilo de poids corporel. Je ne sais pas si vous aussi, vous êtes sur ces quantités-là. Mais donc, garder une alimentation hyper protéinée pour avoir du coup une conservation de la masse musculaire. Mm. Et au niveau des lipides, on sera pour une femme aux alentours des 1 gramme par kilo de poids corporel et pour un homme entre 0,8 et 1 gramme de lipides par kilo de poids corporel. Le but, c'est de maintenir aussi du coup une bonne activité hormonale avec ces lipides-là, donc à ne surtout pas négliger pour les femmes. Et du coup, par contre, si c'est quelqu'un qui est en surplus calorique à la base, là, on va du coup diminuer progressivement ses apports jusqu'au maintien et ensuite partir sur un déficit pareil de 10 à 15%. Tout dépend encore une fois de la situation de base de la personne. Si c'est une personne qui est en obésité, bah là, la perte de poids risque d'être beaucoup plus rapide. Donc, elle perdra peut-être un peu plus de 1 kilo par semaine parfois, mais parce qu'elle Mm. part d'une base qui est différente. Ouais. Euh, Ok, franchement ultra clair. C'est vrai qu'en termes d'apport en protéines, lipides, glucides, je te rejoins un petit peu. J'irais même à aller chercher au minimum 2 grammes, moi, de protéines par kilo de poids de corps en fonction du type de profil. Si c'est quelqu'un qui s'entraîne beaucoup, c'est vraiment un athlète à proprement parler, là, je vais doser à fond les protéines. Je vais intégrer même des acides aminés durant l'entraînement pour être sûr de jamais risquer le fameux catabolisme. Mais franchement, à part ça, je te rejoins là-dessus. C'est vrai qu'on parle beaucoup des lipides aussi pour les femmes, mais je voulais aussi faire un gros accent pour les hommes. Oui, leurs besoins sont un peu en dessous des femmes, mais bah, ils ont autant d'hormones que nous en soi. Enfin, pas autant en termes de quantité, mais ils en ont autant besoin aussi des lipides pour leur testostérone. Et notamment pour un athlète, plus il y a de testostérone, plus il y a de la performance. Enfin, je fais des très gros raccourcis, mais c'est important de comprendre que les lipides pour les hommes, c'est ultra important également. Et que même en déficit, oui, ils peuvent les diminuer plus que les femmes, mais c'est pas pour autant qu'il faut totalement les supprimer non plus. Et ils ont leur intérêt aussi pour la performance, pour la récupération, pour la concentration via les oméga 3 qui ont vraiment un effet sur
les cellules cérébrales. Donc vraiment, pour le coup, je veux juste revenir un petit peu là-dessus que oui, les lipides, c'est important pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Victoria, est-ce que tu vois des choses peut-être à rajouter sur les besoins, on va dire, généraux des personnes en déficit pour que le déficit soit sain? En vrai, Ambre, elle a pas mal tout détaillé, donc c'est un petit peu compliqué de rajouter quelque chose. Mais en soi, non, comme je te rejoins un petit peu au niveau de l'apport en protéines, bien doser un petit peu l'apport en protéines pour éviter le catabolisme musculaire. Et le point où je vais rajouter, c'est qu'en fait, je généralise, les personnes n'ont pas les ressources et les infos nécessaires. C'est-à-dire que pour elles, quand elles vont faire un déficit énergétique, elles vont réduire un apport calorique. Mais ce qu'elles oublient, c'est qu'on a trois macronutriments, les lipides, les glucides et les protéines. Si on en réduit un autre, faut compenser par un autre pour trouver en fait un juste équilibre. Et le problème, c'est ça, en fait, les gens, généralement, ils vont supprimer les glucides, ça rentre dans des extrêmes, alors qu'il faudrait pas. Et en fait, c'est parce que c'est un manque, ils ont un manque de connaissances, on va dire, sur la structure nutritionnelle d'un apport. Et du coup, c'est ce qui crée bah, justement tout, on va dire, tous les résultats, on va dire, au niveau psychique qui peut engendrer par la suite, en fait. Ouais, c'est vrai. Et même de manière générale, hein, les sportifs qui coupent les glucides, c'est parce que en fait, il y a une perte de poids rapide qui en C'est découle. ça. Donc forcément, ils se disent, oh, trop bien, je coupe mes glucides, ça marche direct, je perds mon poids et c'est bon. Et en fait, je Alors vais pas qu'il rester en déficit longtemps, etc. Parce qu'il y a beaucoup, surtout dans le powerlifting ou même dans les sports à catégorie de poids de manière générale, je pense aux sports de combat également, il y a beaucoup d'athlètes qui coupent les glucides parce que justement, ça a un impact hyper rapide sur la perte de poids. Du coup, ils coupent les glucides, je sais pas moi, une semaine avant une compète et ils savent qu'ils vont perdre peut-être 3 kilos parce que bah il y a tout le glycogène qui s'en va, que c'est une perte de poids qui est vraiment qui est un petit peu dans l'euphorie. Du coup, en fait, c'est on va dire c'est plus facile à suivre quand on n'a pas le choix que quand justement on prend le temps, quand on se dit ok bon bah j'y vais à mon rythme etc. En fait on se laisse plus de possibilités et plus de temps pour craquer ou pour se lasser un petit peu du déficit. Alors que si c'est extrême, si c'est intense, si on a notre game plan et on n'a pas le droit à l'erreur, bah là forcément il y aura plus de pourcentage de réussite et plus d'intensité aussi dans le déficit et donc plus de résultats. Mais en fait, ça, c'est quelque chose qui mène à l'échec dans tous les cas. Et je veux bien faire comprendre aussi là que pour moi, un déficit sain et des apports qui sont bien calculés, ça passe aussi par les résultats qui sont plus lents. Ça peut être contradictoire de dire qu'on fait quelque chose mieux, mais on a moins de résultats, plutôt que si on fait quelque chose de mal, on a plus de résultats. Mais c'est des résultats qui sont instables, qui sont malsains, qui sont dangereux qui réduisent drastiquement les performances, qui réduisent la santé, qui augmentent énormément le risque de blessure aussi. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé jusqu'ici, mais ça joue. Donc voilà, je pense qu'il y a un gros gros parallèle à faire sur l'obtention des résultats de façon rapide et l'obtention des résultats de façon durable et progressive. Il n'y a que cette façon-là qui, selon moi, est efficace sur du long terme, sur tous les aspects que je viens de citer, plus l'aspect aussi, comment dire, satisfaction. En fait, si on apprécie tout le chemin qui nous mène à notre objectif, si on comprend comment notre corps fonctionne, si on apprend à justement trouver des petites stratégies pour mieux assimiler le déficit, sur vraiment se voir évoluer petit à petit, apprécier tout ce processus-là, ben en fait, il y a aussi un gros travail mental qui joue derrière et qui sera positif. Alors que si on est dans un extrême, qu'on oublie totalement ses pensées, qu'on néglige comment on se sent, qu'on néglige tout son côté social, son environnement, ben en fait, oui, on va obtenir des résultats, mais on sera incapable de les maintenir. Ça va potentiellement dérégler aussi le comportement alimentaire. Donc tout ce qui est trouble du comportement alimentaire, ça peut venir d'un déficit extrême qui a été mis en place, parce que ça crée une euphorie, ça crée vraiment une ultra satisfaction de la perte de poids. Et du coup, on peut vouloir toujours connaître ça, sauf que bah, le corps a ses limites, hein, on peut pas perdre du poids indéfiniment. Donc ouais, je pense que c'est important de le rappeler aussi qu'il y a cet enjeu. Est-ce que je peux... Je voulais parler en fait des idées reçues sur la perte de poids. Parce que Mhm. du coup, un déficit calorique égale perte de poids et on a pas mal d'idées reçues qui existent. Déjà, on a l'idée reçue qu'il y a certains aliments qui font prendre du poids ou perdre du poids. Ça, on est bien d'accord toutes les trois. Je pense que ce n'est pas le cas. Justement, la seule chose qui rentre en jeu dans la prise de poids et la perte de poids, c'est justement cet équilibre énergétique entre les apports alimentaires caloriques et les dépenses énergétiques caloriques. Donc, le déficit calorique, la perte de poids, elle est uniquement créée par des apports caloriques qui sont plus bas que des dépenses énergétiques. Par contre, attention, je pense que vous êtes aussi d'accord, les filles, on peut perdre du poids sans avoir à diminuer ses apports caloriques juste par un rééquilibrage alimentaire et du coup une bonne alimentation et une augmentation de ses dépenses. Et c'est là où les gens ne font pas forcément des fois
le lien et vont se dire, bah, si je veux perdre du poids, je dois absolument réduire mes apports caloriques. En plus de ça, en parallèle, ils augmentent leurs dépenses énergétiques en faisant plus de sport. Et là, ils créent ce fameux gros déficit. Donc là, ça fonctionne, oui, mais du coup, pour combien de Ça temps et fatigue beaucoup. quel Mm. mois de les Bah, Ouais, surtout qu'après, ça clairement. peut amener le syndrome Redès, quoi, hein. Ouais. Donc, pour ceux qui savent pas, le syndrome Redès, en gros, c'est aménorrhée pour la femme, remodelage osseux, donc une déminéralisation osseuse. Waouh! Waouh! Waouh, il est dur ce mot. Et l'autre point, c'est une fatigue chronique de mémoire. Et en fait, même un petit déficit énergétique, là je vais parler pour des grands, enfin des athlètes, on va dire à proprement parler, qui ont une grosse dépense. Par exemple, j'en ai un là qui a une dépense à 4000 cales et pour une prise de masse, il faut qu'il aille à 5 voire 6000 cales. Et bah juste un déficit énergétique de 100 calories, enfin, qui va être répété sur des semaines, des mois et des mois, ça peut favoriser un syndrome Redès. Faut tellement faire attention à des petits détails. Et en fait, là, on parle vraiment pour une cible sportive aussi, je le répète. Mais en fait, on a la triple vision, on va dire. On a la vision des performances, on a la vision de la santé et on a la vision aussi de, comment dire, du côté social, environnement et pas que pur et dur de l'alimentation. Donc, franchement, c'est tellement important à comprendre que le total calorique et l'alimentation et la nutrition de manière générale, surtout quand on a un objectif qui peut mettre un petit peu en cause, enfin, qui peut un petit peu tout chambouler plutôt, en fait, ça nécessite énormément de connaissances. Donc vraiment pour le coup, je pense que vous êtes d'accord avec moi les filles que le nombre de personnes qu'on a eues en suivi qui avaient déjà essayé par elles-mêmes des déficits, qui avaient déjà essayé quelque chose et qui viennent nous voir après avoir testé plein de choses, avoir fait plein d'erreurs et qui se disent je sais plus quoi faire, t'es ma dernière chance. Mais en fait ça c'est pas que c'est trop tard parce que pour moi, il n'y a rien qui est définitif en nutrition à peu de choses près. Mais en fait, la personne, elle a perdu son temps, elle a perdu son énergie, elle est démotivée, elle n'y croit plus, elle a même du mal à faire confiance à nos conseils et à tout ce qu'on va recommander. Et en fait, c'est tellement dommage parce que la première étape pour moi, comme j'utilise souvent cet exemple, mais c'est comme pour construire une maison. Si on veut construire un physique des performances, bah en fait, on va faire intervenir plusieurs architectes, plombiers, mécaniciens, enfin pas mécaniciens, mais bref, vraiment des professions qui sont des métiers, des gens qui sont experts dans chaque domaine pour être sûr que la maison, elle tienne la route par la suite. Et ben en fait, notre corps, c'est exactement la même chose. Si on veut des muscles, bah on va aller chercher, je sais pas moi, un coach sportif. Si on veut une bonne santé long terme et obtenir justement la suroptimisation des performances du physique et faire corréler un petit peu tout ça, on va aller voir quelqu'un qui fait un suivi nutritionnel. Vraiment, pour le coup, je pense que c'est ultra important de comprendre que en fait, il faut pas attendre de faire les erreurs pour contacter quelqu'un, pour se renseigner, pour vraiment faire toutes les démarches en fait avant même de se lancer dans les actions. Pour moi, il faut préparer le terrain et bref, c'est ultra important de comprendre ça parce que je pense que sans cette logique-là, en fait, on passe automatiquement dans un extrême. Et j'ai fait cette erreur aussi, hein. C'est pour ça que je parle en bonne, en bon sujet, on va dire. Mais vraiment, pour le coup, je suis passée par tellement d'étapes, tellement de phases où j'ai fait toutes les erreurs possibles. Et je savais que c'était des erreurs, mais j'avais pas envie de demander de l'aide parce que j'avais peur en fait qu'on me chamboule dans toutes mes croyances et j'avais pas envie de ça et j'avais peur. Sauf qu'au final, bah, tôt ou tard, en fait, j'ai été confrontée vraiment aux conséquences. Et bah, là, j'ai dû demander de l'aide, j'ai dû en apprendre encore plus, que ce soit sur moi et sur la nutrition. Et c'est ce qui m'a permis justement bah, de d'avoir cette stabilité-là aujourd'hui et ce niveau de santé que j'ai jamais eu avant, quoi. Donc vraiment pour le coup, pour moi c'est important de faire ce gros chapitre au niveau de la prévention d'un déficit calorique ou de n'importe quel objectif qui touche à la santé en fait. Dans tous les cas, les extrêmes, ça n'amène jamais rien de bon et ça va toujours impacter, que ce soit au niveau de la physiologie ou au niveau mindset. Tu vois, par exemple, tu parlais un petit peu des TCA, des troubles du comportement alimentaire, un déficit énergétique extrême. C'est bien pour ça que je pose à chaque fois ces trois questions en entretien avec les nouveaux patients qu'on reçoit. Parce qu'en fait, si par exemple la personne elle a une fatigue extrême, elle est irritable et ainsi de suite, elle va avoir de l'alimentation émotionnelle à cause de la privation sans cesse qu'elle a. Et en fait, limite, elle va rêver de certains aliments qu'elle ne consomme plus parce que justement, elle a des croyances vis-à-vis de ces aliments. Mais comme elle a dit Ambre, il n'y a aucun aliment qui fait prendre du poids, il n'y a aucun aliment qui fait maigrir. Tout est une question de balance énergétique. Et en fait, plus vous allez rentrer dans des extrêmes, plus en fait votre cerveau, parce que c'est ce qu'elle a dit Fanny,
votre cerveau, il consomme à lui tout seul 150 grammes de glucides. Donc si, par exemple, dans votre diète restrictive, vous supprimez les glucides et ainsi de suite, bah, votre cerveau, il est tellement en manque d'énergie qu'il va vous amener à consommer de quelque chose de très sucré. Et généralement, c'est des choses à plaisir immédiat. Et pareil, le corps, il fonctionne en fonction de la chimie et des neurotransmetteurs. Bah, vous allez avoir une déplétion en sérotonine, qui est l'hormone du plaisir. Et du coup, à cause de ces déficits énergétiques, vous sécrétez plus autant de neurotransmetteurs. Et pareil, votre cerveau, il va vous amener à consommer des choses qui vont vous ramener un plaisir immédiat. Donc en fait, dites-vous une chose, le corps, il est plus intelligent que vous, donc il va toujours vous ramener en fait à un état d'équilibre. Je voulais juste rajouter un petit quelque chose aussi, c'est que pour le coup, dans ce que tu dis, Victoria, c'est qu'il y a toujours, on va dire, un état d'équilibre qui est à retrouver un moment, mais partons du principe que, imaginons qu'on soit en déficit énergétique pendant des années, on peut tenir le coup, parce que le mental peut être aussi très très fort, Très fort. et je veux bien aussi, enfin j'en ai fait aussi l'expérience, mais on peut se restreindre pendant des années, mais en fait, on va aussi mettre des années en fait à retrouver cet état d'équilibre. On va Exactement. passer par des grosses phases où on va avoir faim tout le temps, des phases où on va plus avoir aucune sensation alimentaire, des phases où typiquement moi j'ai pas eu de cycle menstruel pendant près de 2 ans, 2 ans et demi. Donc ça a joué sur ma fertilité, sur mes hormones, sur du coup forcément tout le syndrome REDES. En fait, j'étais en plein dedans aussi. Donc ça, je veux vraiment faire comprendre que en fait les impacts sur la santé c'est réel et que tôt ou tard en fait on le paye, même si on tient le coup et que on est vraiment ultra motivé à tenir son déficit. Mais non, en fait, dans tous les cas, le corps, il fait payer les choses et très Mm. très cher malheureusement. D'où la vision long terme. Mais Sans petit. en fait, j'ai l'impression que parmi les croyances qu'on nous a dites sur les réseaux, c'est qu'on est capable d'être autonome au niveau de notre perte de poids. Et justement, on nous fait beaucoup de vidéos pour qu'on soit autonome, etc. Et on se dit, ben, j'en suis capable. Et du coup, j'ai juste à baisser mes apports. Et en fait, ben non, ça, comme tu l'as dit, Fanny, c'est bien plus complexe que ça. Et ça demande aussi tout le temps de reanalyser un petit peu ben, sa perte, reanalyser ses ressentis, se poser les bonnes questions. Et c'est là où nous, on est actrice de ce changement avec nos patients, c'est qu'on va vraiment, au lieu de juste regarder le poids sur la balance, regarder tout ce qui va autour et poser les bonnes questions pour être sûr que la perte est saine et que la personne puisse garder ben, une bonne énergie sans risquer de se blesser, de impacter son système immunitaire, endocrinien, cardiovasculaire, blablabla, etc. Je voulais juste du coup rebondir là-dessus et faire un récapitulatif des dangers et des conséquences d'une diète extrême. On peut parler du coup de l'onglet un petit peu santé et performance parce que les deux vont de pair pour moi, avec du coup un risque de syndrome REDES que ce soit pour la femme ou même chez l'homme à une moindre mesure vu qu'il n'y a pas cet axe d'aménorrhée, mais ça montre quand même que c'est ultra important de prendre ça en compte. Ensuite, il y a une grosse conséquence au niveau du risque de blessure et de la densité osseuse parce qu'un déficit calorique, un manque de calcium également, ça peut jouer sur la fragilité osseuse encore plus chez des personnes du coup âgées, donc au-dessus de 55 ans, on va dire ça comme ça, parce que c'est là où c'est de plus en plus dangereux, notamment chez les femmes, une fois que la ménopause est passée également. Il y a un gros impact également en termes de conséquences sur les hormones reproductives, donc sur la fertilité, sur la libido, sur tout le côté hormonal en fait, et le syndrome, le système reproductif, pardon. Donc ça vraiment, il faut bien comprendre que imaginons, pour donner un titre d'exemple, le seuil calorique vraiment qui est très très important à avoir en tête, c'est que en dessous de 30 calories par kilo de poids de corps par jour, en fait, on ne synthétise pas suffisamment d'hormones de manière générale dans son corps. Donc vraiment faire attention à ça, recalculer vos calories par rapport à votre poids, réestimer toujours, ne descendez jamais en dessous. Ça c'est ultra important. On mettra quelques petites sources en description de ce podcast hein, pour justifier un petit peu tout ce qu'on dit, mais c'est ultra important à comprendre ça. Un autre impact, c'est sur le métabolisme, tout simplement, sur les échanges, sur tout ce qui est la thyroïde également, sur les communications entre vos cellules. Enfin voilà, ça peut paraître très flou, on va pas passer 4 heures dessus, mais tous les échanges, tous les systèmes à l'intérieur de votre corps nécessitent de l'énergie au quotidien. C'est aussi pour ça qu'on a des besoins de base. On entend souvent parler du métabolisme de base, c'est exactement ça. Si on se sous-alimente en dessous de son métabolisme de base, forcément il y a des choses qui se passent plus dans notre corps et dans notre métabolisme,
et du coup tous nos systèmes se mettent un petit peu au ralenti et ça a un impact sur la santé à court et moyen et long terme. Ensuite, la deuxième partie forcément des conséquences, c'est sur le mindset et les comportements alimentaires. Donc je pense au risque de troubles du comportement alimentaire, aux conséquences, à la charge mentale aussi, liée au repas, liée à son apparence physique. Tout ça, c'est une boucle, c'est un cercle vicieux qui peut très très facilement se créer et où c'est très difficile d'en sortir parce que c'est des schémas qui vont se répéter, qui vont se répéter à n'importe quel moment. C'est des pensées qui vont pas sortir de votre tête et ça, c'est très difficile de s'en sortir. Ça nécessite un double accompagnement pour moi, autant psychologique que nutritionnel, pour casser toutes les croyances limitantes et aussi travailler sur potentiellement pourquoi on est parti dans ces extrêmes-là avec le suivi psy. Donc ouais, il y a tout un comportement qui va se créer autour de la restriction calorique et que c'est pas quelque chose de sain. Et du coup, le mindset et la santé mentale, entre gros guillemets, va être impacté. Maintenant, du coup, les filles, je pense que c'est important qu'on conclue l'épisode sur vraiment tout nos recommandations, tous nos conseils pour sortir justement d'une situation extrême comme ça, quand on vient de comprendre qu'on est là-dedans, quand on ne tient plus et qu'on souhaite s'en sortir mais qu'on sait pas par quoi commencer. Je pense qu'il y a un petit peu deux cas de figure. Donc on va donner un petit peu nos ordres de priorité, comment agir, comment actionner des nouveaux leviers pour que ce soit plus sain. On peut peut-être commencer avec toi, Ambre. Qu'est-ce que tu recommanderais justement, on va dire étape par étape, peut-être que ça peut être plus compréhensible comme ça, sur justement une remise un petit peu en marge du métabolisme, de sortir un petit peu de ce cercle restrictif. Ouais, mais en fait, l'objectif numéro un, ça va être de remonter déjà à des seuils un petit peu moins critiques au niveau de l'apport énergétique et aussi travailler en parallèle, je dirais, sur son mindset et justement ses pensées pour pas que ça bloque justement dans cette évolution. Donc vraiment, ben, conscientiser que l'alimentation, c'est notre énergie du quotidien et c'est notre carburant et que sans ça ou à des quantités trop faibles, on n'arrivera pas à remonter la pente et à avoir de l'énergie et aussi à changer son mindset parce que c'est vraiment ce cercle vertueux-là qui est important. Et du coup, vraiment essayer de remonter les apports. Tu parlais tout à l'heure de 30 calories par kilo de poids, à ne pas, tu parlais de ne pas aller en dessous des 30 calories par kilo de poids. Là, on pourrait viser à peu près 45 calories par kilo de poids au départ pour remonter un petit peu ce seuil-là, si en tout cas on était aux alentours des 30 ou en dessous et venir progressivement augmenter les apports par palier, donc par tranche de calories. Au départ, augmenter de 100 calories, 200 calories, et ensuite toutes les semaines, essayer d'augmenter comme ça progressivement jusqu'à atteindre ses besoins énergétiques journaliers et donc son maintien calorique, mais tout ça vraiment progressivement et tout en travaillant sur son mental parce que je pense que le mental peut énormément aussi bloquer la progression. Mm. 100% d'accord là-dessus. Il y a autant un axe concret sur l'alimentation à faire qu'un travail, on va dire, de pensée et de croyance à côté. Parce que si on augmente ses calories, mais qu'on pense toute la journée au fait qu'on va grossir, qu'on va prendre du poids, qu'on va partir dans un extrême, que on va être moins bien physiquement, moins bien dans sa tête, que tout le monde va voir que on change, qu'on prend du gras, en fait, ça va être très difficile de maintenir cette augmentation sur du long terme et on va vouloir tout le temps aller chercher ce qu'on connaît déjà, c'est-à-dire la restriction dans ce cas-là. Donc ouais, je pense qu'il y a effectivement cet axe-là à ne clairement pas négliger. Victoria, toi, ce serait quoi ton game plan justement face à un suivi qui procéderait, enfin qui serait dans une restriction extrême? Par quoi tu commences, comment tu agis, qu'est-ce que tu conseilles aussi pour le mindset? Donne-moi un petit peu toutes les clés. Bah, dans tous les cas, je partirais sur une reverse diet, ça c'est une certitude, et je me baserais en fait sur l'apport calorique de la personne, ce qu'elle consomme à l'heure actuelle, et j'augmenterai progressivement. Pour la simple et bonne raison qu'elle va avoir peur de manger. Donc si je la mets directement à ses besoins, elle va paniquer, alors que si on fait les choses progressivement, elle va pas sentir l'augmentation calorique. Et je vais y aller entre 50 voire 150 calories. Ça peut être très faible en termes d'augmentation, mais je préfère faire les choses progressivement pour que la personne n'ait pas cette impression d'augmenter son apport et du coup, elle va mieux accepter au niveau du processus. Donc, je commencerai par ça, sachant que déjà, une personne qui est un petit peu, on va dire, en déficit énergétique relativement important, potentiellement que je vais aller au-dessus de ses besoins journaliers pour la simple et bonne raison que s'il y a une fatigue chronique, les besoins vont être beaucoup plus accrus pour refaire la régénération cellulaire. Donc, je vais tout lui expliquer dans le process et ainsi de suite au niveau de comment ça va se passer. Et ensuite, bah, travailler un petit peu dans l'augmentation calorique
travailler sur on va dire, sur remettre en place des aliments qu'elle consommait plus auparavant. C'est-à-dire de lui faire une liste de tous les aliments qu'elle consomme plus et petit à petit dans la reverse diet, les remettre progressivement pour lui faire prendre conscience que ces aliments-là ne vont pas la faire grossir et lui faire travailler également un petit peu au niveau du poids que potentiellement avec la reverse diet, ce qui se passe, c'est comme le corps il est en mode économie d'énergie, le fait de réaugmenter l'apport calorique, on réaugmente le métabolisme et du coup, bah, potentiellement qu'on va observer une perte de poids. Et si on voit qu'il y a une variation de poids du jour au lendemain qui est plus à la hausse, lui faire comprendre que c'est principalement de la rétention d'eau et aussi les réserves énergétiques. Parce que si la personne elle consommait plus de glucides. Les glucides, comme ça fait partie, ça permet de refaire les réserves en glycogène. 1 gramme de glycogène est stocké avec 3 grammes d'eau. Donc, lui faire conscientiser ça également que là, comme je reviens un petit peu à tes besoins journaliers et que je reviens aux besoins de ton corps, si on observe une variation de poids, c'est principalement parce qu'on est en train de refaire tes réserves qui étaient complètement à plat. Donc, lui faire un gros travail sur tout ce processus et le chamboulement que ça peut avoir un petit peu au niveau de son corps pour lui faire prendre conscience un petit peu des choses et de la suite de l'évolution. Parce que si la personne, elle comprend le process et elle comprend le game plan, bah, elle va être plus ouverte, on va dire, face à ce qui se passe. Ouais. Bah, j'aime bien vos deux façons de fonctionner et moi je fais les deux. C'est vrai que je travaille vraiment, soit la personne est prête et elle a conscience des choses et elle a envie de vite retrouver un équilibre et là j'ai pas peur de augmenter quasiment à son maintien assez rapidement en fonction de là où elle en est, autant d'un point de vue santé que d'un point de vue total calorique et poids de corps. Ou sinon effectivement si c'est quelqu'un avec on va dire des lourds TCA, des lourdes croyances, là j'y vais tout doucement, je réintègre tout doucement et je fais un petit peu plus ta méthode Victoria où je vais tout expliquer, tout justifier. Si c'est quelqu'un qui est prêt à changer, qui attend que mes consignes et des actions concrètes, là je fonce, j'y vais, je justifie quand même évidemment, mais c'est vrai que j'ai plus tendance à augmenter les cales quasi du jour au lendemain en disant tu sais quoi, fais confiance à ton corps, on y va, let's go dans tous les cas. Là on est dans une phase où dans tous les cas il va falloir retrouver ce niveau-là de calories, donc autant le faire directement maintenant si tu me fais confiance et dans tous les cas une fois que ce imaginons qu'il y ait une prise de poids, je dis c'est possible que tu prennes du poids, mais dans tous les cas, si on retrouve un métabolisme sain et une pratique sportive aussi saine et ainsi de suite, dans tous les cas, le corps pourra réévoluer et reperdre le gras pris pendant cette phase de ressanté. Euh, et du coup, en fait, c'est qu'une étape. Vraiment, c'est qu'une étape. Et je l'explique vraiment comme ça. Et souvent, ça passe bien et souvent, ça fonctionne. Et en plus, généralement, les répercussions physiques, étant donné qu'on structure bien l'alimentation derrière et que juste on mange pas McDo 3 fois par jour, bah en fait, il y a de la prise de masse musculaire. Donc, le physique, au final, évolue très, très bien. Mais ouais, il y a deux cas de figure, je dirais. La partie très progressive et la partie un petit peu plus dans l'action, si on peut dire ça. Et les deux sont tout aussi efficaces et ça dépend énormément du type du profil qu'on a en face de nous, en fait. Bah, je sais qu'un homme, je vais avoir plus de facilité à l'augmenter direct, parce que forcément, c'est l'homme a moins peur, on va dire, des calories, à proprement parler. Là, je généralise un petit peu, alors qu'une femme, il faut aller beaucoup plus en douceur. Et par exemple, au niveau de la femme aussi, au niveau de l'entraînement, un point que j'aimerais revenir, c'est si par exemple la fatigue, enfin, si la personne, pardon, elle est en fatigue chronique, la problématique du surentraînement et des efforts à haute intensité, ça peut engendrer encore plus des problématiques par la suite. Donc, du coup, je fais également un travail sur, on va dire, l'activité physique où, généralement, je vais dire à la personne, soit tu te mets en phase de deload, donc de décharge complet, soit repos complet. La personne, généralement, elle a peur parce qu'elle se dit, tu me fais moins de séances, tu m'augmentes les cales, tu veux que je prenne du poids, en fait. Bah non, mais c'est juste qu'en fait, ton corps, il va mieux récupérer et un corps qui récupère mieux, c'est un corps qui est plus performant et qui se régénère beaucoup plus vite. Donc, c'est tout un process derrière à faire prendre conscience à la personne. Mais en fait, quand elle va le mettre en application et elle va voir que les vertus que ça engendre, mais en fait, elle est en mode, ok, c'est bon, je te fais confiance. De toute façon, tout est une question un petit peu de phase, dans le sens où là, Victoria parlait de réduire l'entraînement. Ce serait pas durant tout le processus de reverse diet, pas du tout. C'est vraiment l'espace de quelques jours, quelques semaines, grand maximum. Et c'est juste pour que les marqueurs de santé remontent à un bon niveau. C'est-à-dire que le sommeil soit plus réparateur, que la digestion soit meilleure, que l'énergie disponible mentale, enfin tout ce qui est concentration et ainsi de suite revienne un petit peu à un niveau plus haut
tôt que habituellement, que vraiment, il y a aussi plein de facteurs comme, c'est vrai qu'on n'a pas parlé un petit peu de ça, mais la température corporelle, Ah oui, ça bah joue ouais, aussi beaucoup. évidemment. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut checker, qu'on peut faire attention aussi dans le cadre de restrictions qui ont été chroniques, qui ont été extrêmes, parce que en fait, le corps donne des indicateurs aussi par rapport à ça. Moi, c'est vrai que j'ai pas l'habitude de prendre ce réflexe-là très clairement dans les suivis, de dire à mes patients de prendre leur température ou autre, mais dans certaines situations, ça peut être très intéressant parce qu'on peut se rendre compte aussi de l'évolution comme ça, si En la hiver. température corporelle augmente. Ouais. En hiver, comme il fait beaucoup plus froid, c'est là où le corps il va mieux se thermoréguler. Mais en vrai, on le voit, même en été, ceux qui transpirent un peu plus, ceux qui transpirent un peu moins. Bon, après, je pense pas que ça soit vraiment une règle, ça. Mais surtout en hiver, on voit la thermorégulation du corps. Et si la personne elle a tout le temps froid et qu'elle n'arrive pas à se réchauffer, bah potentiellement qu'il y a quelque chose à creuser un petit peu au niveau de l'apport calorique. Ouais, ça peut jouer. C'est un indicateur parmi tant d'autres, mais c'est vrai que vu qu'on l'a pas abordé, je trouvais ça quand même assez intéressant de le préciser quand même. Mais il n'y a pas que ça, hein. Vraiment, il y a, on va dire, les conséquences d'un corps bien nourri. Encore une fois, c'est sur tout le métabolisme que ça joue. Donc, il faut faire attention à ça. Et tout ça pour en revenir au surentraînement. Oui, ça a un impact aussi. Imaginons que par exemple, je parte en déficit calorique plutôt stable et plutôt sain, c'est-à-dire à peu près 15% de mes apports. Mais qu'à côté de ça, je passe en surentraînement avec, je sais pas moi, 1 heure de hit par jour, je cours 10 kilomètres par jour et en fait, je fais passer tout mon déficit calorique par l'activité physique parce que c'est aussi une chose qui est possible, c'est-à-dire de garder des apports tout pile en maintien ou en très léger déficit, mais par contre de booster vraiment la dépense calorique liée à l'entraînement. En fait, ça aussi, ça fait partie d'un extrême et ça fait partie justement de toutes les conséquences qu'on a citées précédemment. Donc en fait, réguler aussi l'entraînement et l'intensité de l'entraînement, ça peut aussi énormément jouer et il n'y a pas que le côté vraiment pur et dur de l'apport calorique. La balance énergétique, on l'a dit et on l'a vu en début d'épisode, que c'était une question d'apport et de dépenses et que l'extrême peut aussi passer par les dépenses qui sont extrêmes et pas que les apports qui sont diminués de façon extrême. Donc tout ce qu'on a cité, ça passe aussi par le côté surentraînement à ne pas négliger. Et souvent, des fois, il y a même les deux, hein. Quelqu'un qui se met au sport du jour au lendemain, qui s'entraîne tous les jours et qui diminue ses apports caloriques du jour au lendemain, bah, en fait, ça, c'est vraiment le combo de l'enfer, j'ai envie de dire, pour le corps, parce que ça le met dans un état où il s'épuise, en fait. Il se ronge de l'intérieur, littéralement. En état de stress permanence, hein. Après, sécrétion de cortisol. Le cortisol favorise la rétention d'eau, le stockage des graisses, la diminution du métabolisme, du catabolisme musculaire. Bref, hein, un gros bordel. C'est joliment dit. Euh, et sinon, plus d'un côté vraiment accompagnement et suivi de patients, est-ce que vous avez des choses qui viennent en tête sur vos recommandations, sur vos conseils, peut-être d'un point de vue vraiment accompagnement ou avoir un regard un petit peu plus objectif? Souvent, nos patients et même de nous à nous, hein, on peut être très dur envers nous-mêmes. Mais je sais pas, Ambre, est-ce que toi, il y a des phrases que tu dis beaucoup dans le cadre de tes suivis qui peuvent rassurer, qui peuvent aider? Je pense que ça peut être pas mal peut-être d'avoir au moins une petite phrase chacune qui peut permettre de motiver un petit peu les troupes, on va dire ça comme ça. Oui, du coup, ce que je pourrais conseiller, ce serait déjà d'être patient. Vraiment, ça vaut pour tous les objectifs, en fait, hein, autant de la prise de masse que juste un rééquilibrage alimentaire. Pour tout, au niveau du corps, il faut être patient parce que ça prend du temps et le corps doit quand même se régénérer quand il s'agit d'un régime restrictif. Donc, il faut juste être patient. Et vraiment aussi, je dirais peut-être lâcher prise quand même, même si c'est compliqué quand on est dans cette envie de retrouver l'énergie, de perdre du poids. Mais le problème, c'est que si on se met trop de pression, on risque de ne pas perdre comme on voudrait. Donc, lâcher prise et être patient. Ouais, franchement, je pense que c'est des très bons conseils et que ça fait pas de mal de se le rappeler, clairement. Et toi, Victoria, est-ce qu'il y a des choses qui te viennent en tête, justement en termes de conseils, de recommandations, d'accompagnement? Qu'est-ce que tu dis souvent aussi, peut-être? Bah, il y a une phrase que je dis souvent, c'est la perfection n'existe pas. Je te demande pas d'être parfait, mais de faire simplement de ton mieux. Vraiment, cette phrase, je la dis mot pour mot à tous les patients que Moi j'ai en aussi. suivi. Vraiment. Et en fait, ça les aide à déculpabiliser un petit peu. Et surtout, en fait, quand ils vont rentrer en suivi, ils vont vouloir aller dans les extrêmes en mode, c'est bon, j'ai le plan alimentaire, je veux faire tout à 100%. Là, j'ai un exemple concret. Première semaine de suivi, il avait des repas à l'extérieur, tout de suite il culpabilisait, etc. Je lui dis, arrête de culpabiliser, stresse pas, ça va bien se passer, va faire ton cheat, tu verras qu'il va rien se passer, tu vas pas mourir demain, enfin, tu vas pas prendre 15 kilos, tout va bien. Et en fait, simplement d'avoir dit cette phrase, il s'est rendu compte, non mais t'as raison, faut pas que je rentre dans les extrêmes.
Et il faut pas que je sois parfait parce qu'en fait, ça n'existe pas. Même nous, on n'est pas parfait, on fait des erreurs. Bah, l'être humain, il est pas parfait, quoi. Donc, je dis cette phrase-là. Et après, avec un outil qui est le tracking journalier, qui aide beaucoup, ça permet de déculpabiliser énormément. Parce qu'en fait, la personne va se focaliser uniquement sur la journée en elle-même. On imagine, elle se pèse. Elle va se focaliser uniquement sur la pesée journalière. Et Fanny, tu l'as dit, il faut pas se focaliser sur une pesée uniquement, mais sur l'ensemble. Et en fait, c'est ce que j'ai fait avec une Mm. patiente. Elle a focalisé sur une semaine où son poids il stagnait et je lui ai fait prendre conscience, ok, regarde d'où tu pars depuis le début et regarde l'évolution. Et en fait, ça lui fait prendre conscience en mode, ouais, non, mais c'est vrai, t'as raison, c'est pas parce que j'ai stagné 3 jours que je vais pas y arriver. Depuis le début, je perds, donc ça aide. Donc l'outil du tracking, ça aide beaucoup à déculpabiliser et à faire prendre conscience de beaucoup de choses. Et le côté où la perfection n'existe pas. Ce qui marche aujourd'hui ne va pas forcément marcher demain. Mm. C'est-à-dire que si une personne a perdu par exemple 3 kilos, il faut recalculer aussi justement son déficit, ses apports, etc. Et c'est là où c'est normal parfois d'avoir des paliers, d'avoir besoin de réajustement et du coup d'avoir aussi besoin d'un accompagnement pour pouvoir comprendre tout ça parce que parfois bah, on perd et d'un coup on est bloqué et du coup on baisse encore plus nos apports et c'est là où ça bloque. Donc vraiment se dire que c'est une évolution constante et besoin de réajustement au quotidien. C'est normal, quoi. Ça fait partie de ce chemin-là, quoi. Et après, il y a Mm. une autre phrase également que je dis souvent à mes patients, c'est que peu importe les actions que tu vas mettre en place, tôt ou tard, ça va finir par s'additionner. Donc, Ouais. en vrai, j'ai trop de phrases là qui viennent en tête, mais je vais pas tout Ouais, dire. moi j'ai beaucoup la phrase de chaque action engendre un résultat et je le Ouais. dis très souvent à mes patients que là, même si on n'a pas progressé pendant X jours, X semaines, en fait, dans tous les cas, il y aura des effets positifs et la progression, elle peut être autant interne que externe et il faut pas négliger la progression interne, c'est-à-dire sur la composition corporelle. On va pas le ressentir tout de suite, on va pas le voir tout de suite. Sur la santé, sur les réserves de glycogène, pareil, on va pas le ressentir. Par contre, la conséquence après, quelques jours après à l'entraînement, on va le ressentir. Ou imaginons qu'on mette en place un déficit justement qui est léger. On va peut-être pas perdre de poids tout de suite, mais additionner ce petit déficit-là, tôt ou tard, le corps va s'en apercevoir et va laisser justement ce déficit s'exprimer. Donc, vraiment, moi, je le dis toujours, c'est que chaque action et chaque effort, vraiment, dans tous les cas, il y aura des bénéfices. Et surtout si ce sont des actions qui sont saines, qui sont justifiées, qui sont issues bah, d'une recommandation d'un professionnel, littéralement. Donc, ouais, vraiment, ça, je le dis extrêmement souvent. Je dis aussi très souvent à mes patients que là, c'est pas toi qui parles, c'est tes peurs. Ça, je le dis beaucoup. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de mes suivis qui ont beaucoup de croyances, qui ont peur de manger, qui ont peur de réintégrer certaines choses, qui ont peur de sortir du schéma qu'ils connaissent depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, enfin peu importe. Et en fait, c'est la peur qui parle plus que l'ambition et l'envie d'avancer. Et du coup, je dis un petit peu, essaye de déconnecter le cerveau et dis-moi concrètement comment tu te vois aussi dans 3 mois, dans 6 mois. Et souvent, la personne me dit, bah, j'aimerais juste ne pas penser à l'alimentation. J'aimerais juste me voir dans un miroir et me sentir bien. Et je me demande, est-ce que là, ce que tu viens de me dire juste avant, ça correspond à tes ambitions et à tes objectifs? Et souvent, on se rend compte que non, et du coup, ça crée un petit déclic supplémentaire. Donc, c'est du gros travail, mine de rien. Faut pas avoir peur de faire ce travail-là parce que c'est extrêmement positif et ça engendre de très beaux résultats. Mais vraiment, pour le coup, je l'ai tellement vu, je l'ai tellement observé que c'est vraiment, si vous êtes dans une phase où c'est compliqué de voir un petit peu la suite, de pas pouvoir prédire l'atteinte de ses objectifs, que on se sent pas bien dans son quotidien par rapport à son alimentation, à ce qu'on représente d'un point de vue performance, d'un point de vue physique, enfin peu importe, c'est qu'il faut agir, mais il faut bien agir. Et ça, voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Et c'est pas parce que on n'a pas des résultats tout de suite qu'on n'aura pas de résultats. Souvent, quand on se lance dans quelque chose d'extrême, c'est parce qu'on est très impatient. Donc, Ambre, je te rejoins sur la patience. Et en fait, sortir de ce truc-là de tout de suite, c'est tellement important parce que en fait, c'est le corps va évoluer progressivement et c'est ça qui est beau, c'est de comprendre comment on fonctionne. Et bah, pareil, à titre d'exemple, là, j'ai enfin compris, on va dire, comment je fonctionnais. Et maintenant, je sais quoi mettre en place pour faire un bon entraînement, pour justement me challenger, pour atteindre un niveau de performance que j'avais pas forcément atteint auparavant et ainsi de suite. Donc, ouais, n'hésitez pas à prendre du recul. Je pense que c'est ça le mot.
Bah, je sais que dans ma patientèle avec Nutri-Reset, j'ai pas mal de power. Et en fait, pour qu'ils comprennent et que je schématise un petit peu les choses, je leur fais prendre conscience au niveau du bloc d'entraînement. Mm. Généralement, ils vont répéter le même bloc pendant plusieurs semaines pour atteindre un certain niveau de performance. Et bah, je fais le même parallèle avec la nutrition pour créer une adhérence et pour que ça soit tenable sur le long terme, que ça devienne une habitude et que vous voyez des résultats. Et bah, faut répéter. Et encore une fois, bah, ouais, chaque action engendre un résultat. Je vais la ressortir du coup maintenant. Mais dans tous les cas, chaque chose qu'on va mettre en place dans notre quotidien, ça va s'additionner. Et dans tous les cas, on aura des résultats. Que ce soit niveau performance, on répète un bloc d'entraînement, tôt ou tard, on va performer. Si je prends mon cas personnel, je me suis mangé du bench beaucoup de fois aux mêmes charges. Et actuellement, je suis en train de payer les mérites de tout ce que j'ai fait au bench. Et bah, la nutrition, et pour engendrer des résultats, bah, c'est pareil en fait. Répéter. J'aimerais bien qu'on récapitule globalement un petit peu les actions à faire, à mettre en place quand on veut sortir de ce fameux cercle vicieux pour conclure aussi cet épisode. Le fait d'y aller par étapes, de se faire confiance, d'être patient. Je pense que c'est les trois gros points à retenir justement de cette partie des comment sortir vite et bien, surtout d'un cercle restrictif, que ce soit autant d'un point de vue physique que mental et psychologique, on va dire. Et le plus important à retenir, c'est sortir du tout au rien et du fait qu'on veut des résultats rapidement. Je pense que c'est ça le plus important à maîtriser de cet épisode. Et aussi, je voulais rebondir sur le fait qu'il y ait deux priorités vraiment majeures. C'est au niveau du total calorique et au niveau justement des apports généraux aussi en macronutriments, donc en protéines notamment, en lipides énormément et forcément le reste en glucides par rapport aux calories qu'on souhaite augmenter et qu'on doit augmenter surtout. Donc, on remettra, encore une fois, je le répète, pas mal de petites informations en description de l'épisode, avec un récap, avec les différents objectifs. Voilà, ce sera une description beaucoup plus complète que d'habitude, parce que je pense que cet épisode, il peut énormément servir et être très complet et servir aussi de déclic pour les personnes qui nous écoutent, qui sont dans cette situation. Donc voilà. Et j'insiste aussi sur le fait qu'on propose des appels bilan, check-up, des appels découvertes. Peu importe le nom, comment on l'appelle, mais c'est un échange avec moi ou un membre de mon équipe pour parler de sa situation, pour voir justement où est-ce qu'on en est et pour pouvoir potentiellement soit démarrer une prise en charge, soit avoir un avis extérieur sur ce que tu devrais faire. Donc pareil, le lien sera en description de cet épisode. Ce sera le premier lien, comme ça, si tu veux tout simplement passer à l'action, ce sera plus facile pour toi de t'y retrouver. Et voilà, vraiment, je pense que cet épisode, c'était assez complet comme ça, assez complexe également, mais je le répète, c'est un sujet à ne pas négliger et ça me tient particulièrement à cœur parce que moi, toutes ces erreurs, je les ai faites, je les ai vécues, je les ai subies et que je vois que ma vie est beaucoup plus stable, beaucoup plus sereine et heureuse depuis que je suis sortie de tout ça. Donc j'espère sincèrement que ce sera la prochaine étape de ton côté. Et puis bah franchement, merci les filles pour vos retours, pour vos avis, pour votre expertise aussi dans cet épisode, parce que vous m'avez donné aussi d'autres axes que j'aurais pas forcément développés toute seule. Est-ce que vous avez peut-être un petit mot de la fin, peut-être Ambre en premier? Ben, comme t'as dit, vraiment, c'est pas un sujet à prendre à la légère parce qu'il s'agit de notre corps. Donc, agir au plus vite si vous sentez que vous êtes concerné par ce qu'on a dit et ne pas hésiter à faire appel à un professionnel pour être sûr de se faire accompagner sainement et correctement. Oui. Et Victoria? Prenez l'appel gratuit. C'est la pire pub du siècle. Merci Victoria. Non, plus sérieusement, je pense que c'est important de préciser que, encore une fois, notre corps et notre santé, il n'y a rien de plus important sur cette planète. En fait, ça devrait être votre priorité numéro une. Et à partir du moment où vos comportements vont à l'encontre de votre santé, c'est important d'agir tout de suite. Donc, je suis 100% d'accord là-dessus. Sinon, je te remercie pour ton écoute, pour ton retour potentiel sur cet épisode, que ce soit en commentaire ou directement sur Instagram. Tous mes réseaux sociaux, ce sont FPDiet en minuscule, tout collé, FPDIET. Donc tu peux me retrouver sur toutes les plateformes. Et sinon, je te remercie pour ton écoute, pour ton temps, pour cette confiance que tu nous accordes à nous trois dans cet épisode. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo YouTube ou un nouvel épisode de podcast. Bisous. Bye bye.